Le 10 octobre dernier, Jean-Marie Thibault, historien, nous proposait un exposé au site historique du banc de pêche de Passepébiac. Sous le thème Passepébiac 1886, un lieu de transformation industrielle et sociale. Un exposé qui nous parlait du début de la pêche en Gaspésie jusqu'à la révolte des Passepéias en 1886. Télévêque vous en propose un résumé. On ne peut pas faire l'histoire d'une année ou d'un village. Okay? Moi, je ne suis pas le gars qui va faire l'histoire de Passepébiac, l'histoire de Bonaventure. Mais on peut focusser sur les endroits les plus importants. Et Passepébiac, c'est la plaque tournante pendant longtemps en Gaspésie. Okay? Donc, toute l'importance, mais Passepébiac aussi dans le monde. La morue, en fait, c'est beaucoup plus que Passepébiac, c'est beaucoup plus que la Gaspésie. En histoire du Québec, en histoire du Canada, on nous parle toujours de la fourrure. Eh bien, la morue, c'est beaucoup plus important que la fourrure à l'époque de la Nouvelle-France. 1534-1760, ça c'est la Nouvelle-France. On a beau dire la fourrure, la fourrure, la fourrure, si la France est intéressée et s'il y a une richesse qu'on retrouve en Nouvelle-France, c'est la morue. La fourrure, c'est très secondaire. À l'époque, manger, c'est pas comme aujourd'hui. Au 15e, 16e, 17e, 18e, 19e siècle, en fait, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, les gens ne savaient pas toujours ce qu'ils mangeraient le soir, ou s'ils mangeraient le soir. La nourriture, ça occupait beaucoup de monde et ça valait très, très cher en rapport avec le revenu que vous aviez. Donc, on payait cher. On payait cher, donc on voulait la conserver. Et pour la conserver, à l'époque, on n'a pas de frigo, on n'a pas de congélateur, on n'a pas les fameux sacs de plastique, on n'a pas de boîte de conserve. Comment est-ce qu'on la conserve? Bien, on conserve les choses souvent dans du sel. Et la morue, entre autres, qui a beaucoup de protéines, qui nourrit très bien son monde, eh bien, la morue, on peut la conserver jusqu'à 2 ans à l'air libre, pourvu qu'il n'y a pas de rongeurs ou de trucs du genre autour. Donc, c'est un produit qui vaut son pesant d'or. J'ai même lu que, parlant de pesant d'or, un bateau rempli de Gaspécure, de morue de première qualité, s'il est rempli de la chose, ça vaut la même chose que s'il était rempli d'or, rendu sur le marché européen. La pêche à la morue est très importante dans l'est du Canada, mais les conditions climatiques de la Gaspésie, de Passepébiac jusqu'à Sainte-Anne-des-Monts font qu'on peut produire dans ce secteur-là la meilleure morue salée séchée au monde, c'est celle qu'on appelle la Gaspécure. Le vent est parfait, c'est frais la nuit, du soleil en masse, l'endroit idéal. En 1766, Charles Robin arrive ici. Il n'arrive pas par hasard. Il y a des gens qui ont dit qu'il est venu tout regarder puis il a choisi Passepébiac. Attention, il sait déjà là, que dans Baie des Chaleurs, il y a de la morue, il y a des belles conditions climatiques. Il est au courant des pêcheries que les Français faisaient avant. Donc, il n'y arrive pas, oui, il a passé ailleurs, puis il a regardé à bien des endroits, mais il n'y arrive pas par hasard. Ce n'est pas une chance de même. Ce n'est pas un imbécile, il vient d'une famille instruite, puis une famille qui a de l'argent, mais pas à l'excès. C'est un bourgeois. Okay? Ce n'est pas un noble. Ce n'est pas un seigneur là, chevalier. C'est un type qui vient d'une famille du monde des affaires. Charles Robin est un anglican. Et les anglicans, c'est des protestants d'Angleterre qui sont grandement influencés par le calvinisme. Et Charles Robin, lui-même, étant anglican, donc influencé par le calvinisme, ne peut pas tout simplement prendre ses profits et dire au monde « Tenez, je vais vous en donner, je vais vous en donner. » S'il fait ça, il s'en va vers la faillite. Et s'il s'en va vers la faillite, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Dieu est pas avec lui, il est donné. Attention, si tu gagnes à l'auto, ça ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Non, non. Pour un bon calviniste, si tu travailles fort et que ça réussit, vous voyez, capitalisme,
le lien, c'est que Dieu est avec toi. Pendant que les protestants, pas tous, mais les protestants en bonne partie, pensent comme ça, eh bien, chez les catholiques, on dit d'autres choses. On dit ce qui est écrit au tableau. Quand tu es né pour un petit pain, ne demande pas pour une boulangerie. Donc, les catholiques, eux autres, comme mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, on les incite, ça ne marche pas toujours à 100%, mais on les incite à donner beaucoup à l'Église et à se contenter de peu, à se soumettre aussi. Et tant que tu as quelque chose à manger, un peu, on dit « ventre plein n'a pas de rage », donc ça va. C'est sûr que, à un moment donné, là, en 1886, là, quand les enfants des Paspeya pleuraient parce qu'ils avaient faim, là, à un moment donné, bien beau, là, le curé et toute la patente, ils vont prendre le bord. Chez les protestants, on ne dit pas la même chose du tout. Dieu récompense ses élus sur terre comme au paradis. Donc, quand ça va bien pour toi sur terre, c'est que Dieu est avec toi. Mais pour que ça aille bien, il faut que tu travailles fort. Je ne suis pas en train ici de vous dire que les Leboutilliers, les Robins, les Jeanbrun faisaient bien d'exploiter le monde. Mais dans leur tête, à eux autres, ils pensaient que c'est ça qu'ils devaient faire. Ici, là, je suis dans tout le monde occidental. Je ne suis pas à Passepébiac, en Gaspésie, ou au Québec, ou au Canada. C'est pareil pour tout le monde occidental et c'est simplifié au maximum. Voici le monde du 19e siècle. Suite à Charles Robin, là, tout le 19e siècle, voici comment on fonctionne et voici notre monde aujourd'hui, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, nous, de la classe moyenne, on regarde les siècles passés avec nos yeux de classe moyenne. Ils étaient bien pauvres dans ce temps-là. Ben non, les gens ne se sentaient pas si pauvres que ça, mais c'est vrai qu'ils étaient pas riches. Robin a tout simplement pris un système qui se faisait ailleurs. On est à une époque où l'argent liquide, il n'y en a quasiment pas. On fait crédit au monde. Les gens vivent à crédit. Ils ne connaissent pas beaucoup le numéraire, le cash, comme on dit. Passepébiac, Gaspésie, Le Monde, 1886, avant, après. 1886, parce qu'on sait qu'en 1886, il y a eu une véritable crise en Gaspésie. C'est ici que ça a culminé à Passepébiac. Les Paspeya en avaient ras-le-bol de crever de faim parce que les compagnies de pêche étaient en faillite. Donc, les magasins étaient pleins de farine et d'autres victuailles, si bien que, malgré le fait que le curé et les autorités ont essayé de les stopper, ils ont défoncé les magasins et ils se sont servis. Comme je le dis toujours, un Paspeya, ça ne laisse pas ses enfants crever de faim. Le 11 janvier 1886, la Jersey Banking Co. à l'île Jersey va suspendre ses paiements. OK? Ça, c'est les gens qui sont au cœur de l'effondrement de la Jersey Banking Co. Qu'est-ce qui s'est passé? Des enquêtes ont montré que la banque, la Jersey Banking Co., était insolvable depuis des années et que Philippe Gossett, le trésorier des États et directeur de la banque, avait beaucoup joué avec ses fonds, les fonds de la banque. Arrêté le 14 janvier, il a finalement été jugé et condamné à 5 ans de réclusion criminelle. Le 12 janvier, la société Charles Robin & Company avait fermé ses portes et avait demandé à la Royal Court l'autorisation de rencontrer ses créanciers dans le but de prendre des dispositions pour protéger les intérêts ainsi que ceux de la Jersey Banking Co. Les intérêts des deux institutions étaient étroitement liés. La Nouvelle Chronique, ça c'est un journal, dans la deuxième des deux parties dramatiques sur la catastrophe financière, décrit Robin & Company comme la plus grande, la plus importante et la plus ancienne des sociétés de Jersey. Depuis plus d'un siècle, la maison Robin ou Robin & Company avait progressé de succès en succès. Si la Providence les avait favorisés pendant de longues années et avec une grande prospérité, des centaines de capitaines de navires, des milliers de marins et des pêcheurs, de nombreux employés, la plus grande partie de trois générations de Jerseymen avaient témoigné non seulement de l'excellent soin exercé par l'administration de cette grande maison commerciale, mais aussi aux innombrables petites commodités dont les employés avaient bénéficié comme fruit de leur industrie. Les deux grosses compagnies, ça c'est la Robin et la Leboutillier, prêtaient aux gens à peu près 100 000 $ pour passer l'hiver.
il y a eu un comité qui s'est organisé pour avoir des fonds pour les gens, là, pour les dépanner pour l'hiver, mais il y avait 4 000 $ au lieu de 100 000 $. Puis 100 000 à l'époque, là, c'est de l'argent. Ah oui, tu peux multiplier par 50 à peu près. De Gazette, 13 février. Les agents de la compagnie Robin reçoivent l'ordre de faire crédit aux pêcheurs des maritimes. Vous voyez, j'ai sauté un mois. On était en janvier, on était en février. Parce que quand c'est arrivé, les gens ont dit « Ah, ça va se régler, ça sera pas long. On a du hareng pour une couple de jours, on va s'en aller. On a un peu de morue, un petit peu de farine qui reste. » Mais là, un mois après, là, puis il fallait vivre à crédit. C'est un peu comme si du jour au lendemain, là, on me disait à moi, mais à eux, c'est pas pire, mais à tout le monde en Gaspésie, ta carte de crédit, ça ne marche plus. OK? Ton crédit sur ton char, on ne le fait plus. Il faut que tu payes cash ou on te prend ton char. Même chose, ton hypothèque, mais tu n'as plus rien. Pendant le mois qui s'est passé entre la fermeture des magasins et la révolte, eh bien, il y a un comité de secours qui s'est mis en place. Et plus ça a monté, plus ça s'est mis à brasser, bien, on a dit on va leur donner un petit peu au Paspeya, puis aux autres aussi, mais particulièrement ici, pour pas qu'ils se révoltent, justement. Puis le 15 février, le monde avait toujours rien reçu. Ça fait que là, il y a eu un attroupement d'à peu près 200 personnes. C'est les données que j'ai. Et puis, ce monde-là se sont dirigés vers les magasins. Ça fait que le curé l'arrivée, avec le pasteur Bayrock, qui lui est un révérend protestant, avec le maire de Passepébiac, qui est un monsieur Legrand. Legrand, c'est anglo-normand. OK? Ces gens-là sont allés devant les manifestants, les émeutiers, qu'on va les appeler, et ils leur ont dit, OK, on va vous donner un peu de farine, puis vous avez droit chacun, j'ai les données précises, là, mais on va dire un quart de farine, puis ceci, cela, un petit peu de patate. Mais là, le monde, il n'était plus capable. OK? Quand ça fait une semaine que tes enfants pleurent, puis ils disent, papa, là, j'ai faim, moi, tu sais, puis, hey. Fait que le monde, là, il n'était plus capable. Toi, de là, on s'en va en chercher, puis on va prendre, puis on sait, puis tu sais que les magasins sont pleins, là. OK? Mais tout est fermé parce que la compagnie est en faillite. Je ne vous ai pas donné le détail, mais vu que la Jersey Banking Co. était en faillite, bien entendu, toutes les compagnies qui faisaient affaire avec la Jersey Banking Co. étaient en faillite, eux autres aussi. Tout s'est écroulé comme un château de cartes. Donc, les gens ici, ils ont dit assez, c'est assez. Le 15 février, le curé de Passepébiac, Cyprien Larrivé, il a écrit quelque chose de très court à sa grandeur. Les Passepébiac, il n'a pas osé mettre les Passepéya, mais il aurait dû mettre Monseigneur qui écrit. Les Passepébiac se sont révoltés et ont refusé l'assistance que je leur offrais au nom du gouvernement. Puis ils ont défoncé les magasins et ont pillé la farine. Il a été impossible de les maîtriser. Quoi faire? Monseigneur Langevin, c'est lui qui était l'évêque de Rimouski lors des événements de 1886 à Passepébiac. Mais Monseigneur Langevin, évêque de Rimouski, son diocèse, à l'époque, englobait la Gaspésie. Et Monseigneur Langevin insistait pour qu'on l'appelle, pour que ses curés l'appellent sa grandeur. Selon le curé, Cyprien Larrivé, là, le bedeau, puis un marguillier était parmi les voleurs. Ils n'ont pas écouté le curé. C'est juste pour vous dire que quand tu en as assez, tu en as assez. D'après les journaux, 200 émeutiers ont défoncé les magasins Robin et Le Boutillier, se sont servis. Les agents Ramiril et Hu, des agents de New Carlisle, des policiers, puis le révérend dont je vous parlais tout à l'heure, le curé puis le maire sont intervenus, mais leurs efforts ont été inutiles. La foule était déchaînée, les émeutiers ont pris tout ce qu'ils voulaient. Trop, c'est trop. Ça, c'est moi qui ai écrit ça. Le maire a fait demander les troupes, l'armée. Les autorités ont peur des jours à venir et ils ont fait part aux autorités supérieures par télégraphe. À Passepébiac, le maire de l'époque a demandé l'armée. Mais on ne pouvait pas envoyer l'armée. C'était l'hiver. Mais la deuxième chose aussi, il n'y avait pas de train. Il n'y en avait pas de train. Comme c'était en plein hiver, on ne pouvait pas. Donc, on ne l'a pas envoyé.
Le shérif Shepherd de New Carlisle ordonne l'arrestation de ces 6 personnes. Il y en a d'autres, mais ça, c'est les 6 qui vont se faire ramasser le plus. Ce qu'ils ont fait pas correct, là, c'est qu'ils ont volé de la farine pour nourrir leurs enfants. C'est ça Okay? qu'on dit dans la Puis je vous dis de regarder l'histoire avec les yeux de l'époque. C'est bien beau, mais à un moment donné, il faut faire attention aussi. Quand tu parles de Monseigneur Langevin qui était pour l'esclavage, je ne peux pas dire que c'était un bon gars. Même au 19e siècle. Ben, ces gens-là, ce qu'ils voulaient, c'est nourrir leurs enfants. Okay? Sauf que le mot émeute est important. Parce que si tu participes à une émeute, tu es passible de prison, de 2 ans de pénitencier. Encore aujourd'hui. Le 26 octobre 1886, devant le juge J.E. Larue, le procureur de la Couronne Charles Darvaux et l'avocat de la défense L.E. Danoux, tous des Canadiens français qui ne sont pas, d'après leur patronyme, là, originaires de la région. Ça, c'est moi qui écris ça, là. Sont formellement condamnés à 2 ans de pénitencier pour émeute et saccage d'entrepôts. Un certain nombre ont été arrêtés, un certain nombre n'ont pas été arrêtés, mais il y en a 4 qui ont été condamnés à 2 ans de pénitencier à la prison de Bordeaux pour avoir volé de la farine pour nourrir leurs enfants. Les 4 premiers, 2 ans. Et puis, à 6 mois, James Jacques Blais, puis à 2 mois, Salomon de la Rosebille. Mais les 4 premiers sont condamnés à 2 ans. 2 ans de travaux forcés à Bordeaux, à l'époque, pour avoir volé de la farine. Puis Bordeaux, aujourd'hui, là, ben, ça n'existe plus, là, mais le genre Bordeaux, la prison de Bordeaux, aujourd'hui, c'est un luxe comparativement à l'époque. Ce que j'ai trouvé, c'est que ces gens-là ont fait entre 8 et 20 mois au pénitencier. À mon avis, plutôt 20 que 8. Donc, la première des choses, c'est qu'ils ont été au pénitencier. C'est sûr. Ils n'ont pas juste eu la condamnation, ils sont allés. À la prison de Bordeaux, j'ai le relevé. Vous connaissez la société d'aujourd'hui? À l'époque, c'était encore pire. Son père est en prison. OK? Le petit enfant qui arrive à l'école, même le professeur, il dit, c'est bien, fait le moindre mauvais coup, clau! À l'époque, on ne se gênait pas. Hein. Puis, parce que ton père est en prison qu'on va avoir peur de toi, puis tiens, fait que... Les conjointes de ces gars-là, ils l'ont fait leur Bordeaux aux autres aussi. OK? Hein? Toute la patente. Ça fait que, oui, c'est ça. À savoir si, comment est-ce que le curé les a traités et tout, là, je ne peux pas aller si loin que ça, mais on peut l'imaginer. Ça vous appartient à vous autres en particulier, et surtout au Paspeya. Moi, si j'étais vous autres, je m'organiserais un comité pour demander officiellement la réhabilitation de ces gens-là, et peut-être des 2 autres aussi, là. C'est 4 personnes qui ont été condamnées à 24 mois, 2 ans de pénitencier. C'est sûr que c'est un combat qui peut durer longtemps avant que la justice revienne là-dessus, qu'un gouvernement revienne là-dessus. Et c'est peut-être possible que ça ne sera jamais accepté officiellement. Mais au moins, il y a des gens qui pourraient savoir qu'un Paspeya, ça ne laisse pas ses enfants crever de faim. Après 1886, la pêche va reprendre au printemps. Okay? Mais jamais, jamais la pêche ne va avoir d'importance en Gaspésie comme elle a eu avant 1886. Après 1886, ça va encore être un moteur important, la pêche, mais la forêt, graduellement, va prendre de plus en plus de place.